Élisabeth se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque, contemplant le jardin où elle jouait autrefois. Aujourd'hui, il lui semblait étranger, comme si la vie elle-même avait quitté cette demeure en même temps que son père. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles. 3 semaines dans une robe de deuil en crêpe noire, à la taille haute et aux manches longues, qui la faisaient ressembler à une statue funèbre. 3 semaines de silence, seulement troublée par le craquement du parquet sous les pas des domestiques et le tic-tac de la grande horloge du vestibule. Elle serra dans sa main la lettre du notaire, Maître Graham. Le papier était épais, de belle qualité, frappé des armoiries de l'étude. Les mots étaient polis et vagues, mais leur sens la transperça comme une lame de glace. Son oncle, dont elle se souvenait à peine, refusait sa tutelle. Trop âgé, trop malade, vivant, trop loin. Et il n'y avait pas d'autres parents. À la place, son défunt père avait désigné comme tuteur Sir Nicholas Vane. Élisabeth se détourna de la fenêtre pour regarder le portrait de son père au-dessus de la cheminée. Le général Thomas Rowland la fixait depuis la toile, avec un regard sévère et calme, comme il l'avait toujours fait, même dans ses derniers jours, lorsque la maladie lui ravissait ses forces. C'était un militaire, habitué à l'ordre, à la clarté, aux décisions sans sentimentalisme. Et il avait confié sa fille unique à un homme qu'Élisabeth n'avait vu que 2 fois dans sa vie. La première fois, c'était aux funérailles de sa mère, 10 ans plus tôt. Elle n'était alors qu'une petite fille et ne se souvenait que d'une haute silhouette vêtue de noir, d'un profil acéré et d'un bref hochement de tête dans sa direction. La seconde fois, c'était l'hiver précédent, lorsque son père avait invité sœur Nicolas à dîner. Élisabeth était restée silencieuse à table, comme il seuillait à une jeune fille non mariée, en présence d'hommes discutant d'affaires si sérieuses. Elle se souvenait de sa voix, grave, posée, sans inflexion superflue, et de son regard, perçant, scrutateur, comme s'il avait l'habitude de lire les gens à livre ouvert. Son père l'avait décrit comme le meilleur officier avec lequel il avait servi, un homme d'honneur, un ami à qui l'on pouvait confier sa vie, mais lui confier sa fille. Quotia, la voix de la gouvernante, Mrs. Collins, retentit derrière dans la porte. Que tu Élisabeth se retourna si brusquement que le bord de son châle de deuil glissa de son épaule. Son cœur rata un battement et se mit à battre plus vite. Elle s'attendait à sa venue, mais pas à aujourd'hui, pas si tôt. Côte 3 1, dit-elle, et sa propre voix lui parut étrangère, trop aiguë, trop incertaine. Côte 4. Mrs. Collins hocha la tête et disparut dans le couloir. Élisabeth passa ses mains sur son visage, essayant de se ressaisir. Elle était l'héritière d'une fortune respectable, la maîtresse de cette maison, la fille d'un général. Elle ne devait pas trembler à la simple pensée de rencontrer son tuteur. Mais elle tremblait. Elle arrangea sa coiffure. Ses cheveux étaient relevés en un simple chignon sur la nuque, sans ornement, comme l'exigeait le deuil. Elle rajusta son châle. Jetant un regard dans le miroir au-dessus de la console, elle vit un visage pâle aux yeux cernés. Ni une beauté, ni une mondaine. Juste une jeune fille restée seule. Élisabeth sortit de la bibliothèque et descendit lentement l'escalier. Ses souliers ne faisaient aucun bruit sur le tapis, mais chaque marche lui semblait interminable. En bas, dans le vestibule, se trouvait une grande malle de voyage, en bois sombre cerclée de cuir, avec des fermoirs en cuivre. À côté, un tricorne et des gants étaient imposés. Il était donc venu pour de bon. Pas seulement pour une visite, mais pour rester. La porte du salon était entr'ouverte. Élisabeth s'arrêta sur le seuil et l'aperçut. Sir Nicholas Vane se tenait près de la cheminée, regardant les braises. Grand, les épaules larges, dans une redingote bleu marine qui lui allait à la perfection, comme celle taillée par les meilleurs tailleurs de Savile Row. Ses cheveux clairs, grisonnants aux tempes, étaient coupés courts, et sa carrure trahissait une prestance militaire. Il ne se retourna pas quand Élisabeth entra, mais elle sut qu'il avait entendu ses pas. « Kotinkyak » dit-elle en faisant une légère révérence, bien qu'il ne pût la voir. Il se tourna,
lentement, et la regarda comme il l'avait fait ce soir-là, au dîner, d'un air scrutateur, froid, sans l'ombre d'un sourire. « Miss Rowland !» Sa voix était telle qu'elle s'en souvenait, posée, retenue. Elle ne contenait aucune sympathie, mais aucune fausseté non plus. Élisabeth s'approcha, se tenant droite, comme sa gouvernante le lui avait appris. Ne pas montrer sa peur, ne pas montrer sa faiblesse. Elle s'arrêta près d'un fauteuil, posant une main sur son haut dossier. « Côte, st, dit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Côte, Nicolas garda le silence, la fixant. Ses yeux étaient gris, froids comme un ciel d'hiver. Élisabeth sentit son assurance fondre sous ce regard. « Votre père me l'a confié, dit-il enfin. Je ne me dérobe pas à mes obligations. Obligation, pas honneur, pas amitié. Obligation. » Élisabeth crispa les doigts sur le dossier du fauteuil. « Je ne veux pas être un fardeau, sœur. J'ai ma dame de compagnie, Mrs. Lathrop, et une intendante. La maison est en ordre. Mon père gérait ses finances avec rigueur. Vous n'aurez pas à... » « Miss Rowland, » l'interrompit-il, et une note d'impatience perça dans sa voix. « Je ne suis pas venu pour discuter de votre gestion de la maison. Je suis venu pour exécuter la volonté de votre père. Et celle-ci est que vous soyez sous ma surveillance jusqu'à votre mariage ou votre majorité. » Élisabeth sentit un frisson parcourir son dos. Il parlait comme s'il s'agissait d'un ordre militaire à exécuter. « Côte dire, dit-elle plus bas. « Côte zuti, côte nafsier, acheva-t-il. « Côte vanine, un silence lourd et tendu, s'installa dans le salon. Dehors, on entendit le claquement des sabots d'un cheval. Quelqu'un passait devant la maison. Élisabeth entendit le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. « Côte vana » demanda-t-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. Nicolas fit un pas vers elle, un seul. Mais même ce mouvement la fit se raidir. « Aucune sortie sans chaperon, aucune visite sans ma permission, aucun bal ni réception, tant que le deuil ne sera pas terminé, et aucune fréquentation de jeunes gens que je n'aurais pas approuvée. » Élisabeth sentit l'indignation monter en elle. « Côte, 23, Côte-Omwer, » répondit-il sans émotion. « Côte 26. » Élisabeth lâcha le dossier du fauteuil et se redressa, le regardant droit dans les yeux. « Côte 26, » dit-elle fermement. « Côte 27. » Nicolas eut un rictus, bref, sans une once de gaieté. « Côte 28. » Il se détourna et regarda de nouveau la cheminée. La conversation était terminée, comme s'il avait déjà pris toutes les décisions et n'avait aucune intention de les discuter. Élisabeth resta là, sentant la colère et l'impuissance lui serrer la gorge. Cet homme était entré dans sa maison et, en quelques minutes, l'avait transformée en prisonnière. Il n'essayait même pas de feindre le regret, n'essayait pas d'être plus doux, plus délicat. « Je vais vous montrer votre chambre, » dit-elle, luttant contre l'envie de tourner les talons et de claquer la porte. « Côte 30, côte 30, répondit Nicolas sans se retourner. « Côte ta. » Élisabeth se figea. « Côte von côte rouage, » dit-il en se tournant enfin vers elle. « Côte 35. » Quelque chose se brisa en elle. Élisabeth tourna les talons et quitta le salon, sans prendre congé, sans faire de révérence. Elle monta l'escalier, sentant les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas devant lui. Pas maintenant. Elle entra dans sa chambre et referma la porte. S'adossant contre le bois, elle ferma les yeux. Sir Nicholas Vane, son tuteur, l'homme qui allait transformer sa vie en une cage. Élisabeth s'approcha de la fenêtre et regarda dans la cour. En bas, un palefrenier emmenait le cheval de Sir Nicholas à l'écurie. Une belle bête, Bay, avec une étoile blanche sur le front. Tout chez cet homme respirait l'ordre, le contrôle, la discipline. Et elle était un obstacle, un inconvénient, une obligation dont on ne pouvait se dérober. Mais 4 mois passeraient, elle survivrait à cela. Elle serait polie, réservée, obéissante s'il le fallait. Et ensuite, elle serait libre.
Le soir tomba doucement sur la demeure des Rowland, apportant avec lui la fraîcheur et le parfum du chèvrefeuille en fleurs du jardin. Élisabeth était assise dans le petit salon, brodant une serviette, une occupation vaine mais habituelle. Ses doigts guidaient automatiquement l'aiguille, tandis que ses pensées vagabondaient. Au dîner, servi dans la grande salle, sœur Nicolas s'était assise en bout de table, à la place de son père. Élisabeth était à sa droite, comme il convenait à la maîtresse de maison, mais elle se sentait comme une invitée. Ils mangeaient en silence, répondant seulement de temps en temps aux questions de Mrs. Lathrop, sa dame de compagnie, qui tentait d'entretenir la conversation. Élisabeth n'avait pas prononcé un mot. Maintenant, il était probablement dans la bibliothèque, examinant les papiers de son père. Elle l'avait entendu donner des ordres à l'intendante. Bref, clair, comme un officier sur un champ de manœuvre. Élisabeth, ma chère. Mrs. Lathrop, une veuve âgée au visage bienveillant et à l'éternel penchant pour les commérages, se pencha vers elle. Cote 7, cote 38. Répondit Élisabeth sans lever les yeux de sa broderie. Cote 39. Continua la dame de compagnie. Cote 40. Élisabeth ne répondit pas. La comparaison entre son père et sœur Nicolas lui semblait un sacrilège. La porte du salon s'ouvrit et il apparut sur le seuil. Nicolas s'était changé pour la soirée. Il portait une simple redingote sombre, une chemise blanche et un gilet, sans cravate. Ses cheveux étaient nattés légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main en lisant des documents. « Miss Rowland, nous devons parler, » dit-il. Mrs. Lathrop se leva de son fauteuil aussi vite que si elle avait été piquée. « Je vais voir si tout est en ordre à la cuisine, » balbutia-t-elle, avant de s'éclipser du salon, jetant un regard compatissant à Élisabeth. Élisabeth posa sa broderie et se leva, croisant les mains devant elle. Cote 43. Nicolas entra dans la pièce et s'arrêta près de la fenêtre, regardant l'obscurité du jardin. La lueur des bougies se reflétait dans la vitre, transformant son visage en un jeu d'ombre. « J'ai examiné les finances de votre père, » commença-t-il sans se retourner. « La fortune est respectable, mais pas immense. Suffisante pour entretenir la maison, les domestiques et mener une vie modeste dans le monde. Mais pas pour le gaspillage. Je n'ai jamais été dépensière, » objecta Élisabeth, se sentant piquée. « Bien, » il se tourna vers elle. « Alors vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de réduire les dépenses. Une partie du personnel sera congédiée. L'écurie sera réduite à 2 chevaux. Nous ne garderons qu'un seul équipage. » Élisabeth fit un pas en avant, oubliant sa réserve. « Vous ne pouvez pas! Ces gens servent notre famille depuis des années. Ils ont des familles, des enfants. Ils auront les recommandations que je leur écrirai, » répondit Nicolas froidement, « et une indemnité de départ. Mais entretenir un personnel excédentaire n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel, c'est cruel. » Il fit un pas vers elle et ses yeux se plissèrent. « C'est raisonnable. Votre père vivait comme un général, avec un train de vie digne d'un militaire à la retraite. Mais il ne vous a pas laissé de capital pouvant générer des revenus. Seulement cette maison et une petite rente. Si vous voulez conserver quelque chose au moment de votre mariage, il faudra faire des économies. » Élisabeth le regarda, sentant la protestation bouillonner en elle. Cet homme était venu dans sa maison et, en une seule journée, commençait à détruire tout ce qui était cher à son père. « Si je ne veux pas me marier ?» demanda-t-elle, ne sachant pas elle-même d'où venaient ces mots. Nicolas eut un rictus, encore ce sourire froid et méprisant. Cote 55. Élisabeth serra les dents. Elle voulait dire sa cote 56. Lui jeter ce défi au visage. Mais elle n'était pas stupide. Elle comprenait qu'il avait raison. Sans mariage, sans famille, elle ne serait en effet personne. Cote 7, dit-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. Mais je vous en prie, ne vous pressez pas dans vos décisions. Laissez-moi le temps de dire au revoir à ceux qui partiront. Nicolas la regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis, il hocha la tête. Côté 60. Elle se retourna, s'apprêtant à sortir,
mais sa voix l'arrêta. « Côté voici un sein. » Élisabeth se retourna. « Côté tendodu » dit-il, et pour la première fois, quelque chose de semblable à de la douceur résonna dans sa voix. « Côté mosoas. » Élisabeth le regarda. Cet homme grand et sévère, aux yeux froids et à la volonté de fer. Et elle pensa, peut-être n'est-il pas un ennemi, mais il n'est certainement pas un ami. « Que 304 » dit-elle avant de quitter le salon. Le couloir était sombre et silencieux. Seules les bougies dans les chandeliers muraux projetaient une lueur vacillante. Élisabeth monta l'escalier jusqu'à sa chambre et referma la porte derrière elle. Elle s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit en grand. L'air nocturne emplit la pièce, apportant une odeur de rose et de terre humide. Au loin, une chouette ululait. 4 mois, 120 jours. Élisabeth ferma les yeux et appuya son front contre la vitre fraîche. Elle survivrait à cela. Elle le devait. Nicolas se réveilla tôt, comme toujours. L'habitude, forgée par des années de service, l'empêchait de dormir après l'aube, même s'il avait passé la veille à examiner des papiers jusqu'à minuit. Il se leva, se lava à l'eau froide de la cruche posée sur la table. Le valet de chambre n'avait pas encore eu le temps d'apporter l'eau chaude. Et s'habilla. Une simple chemise blanche, un pantalon sombre, un gilet, sans fioritures. La chambre du général Rowland était spacieuse, avec de hauts plafonds et des fenêtres donnant sur le jardin. Un lit massif à baldaquin, de lourds rideaux de velours bordeaux, un bureau en acajou. Tout ici respirait l'ordre et la discipline. Ainsi vivaient les militaires, habitués à une rigueur spartiate, même dans le luxe. Nicolas s'approcha de la fenêtre et écarta les rideaux. Le matin était clair, avec une légère brume sur les pelouses. Le jardinier travaillait déjà près de la haie, taillant les buis. Au loin, un oiseau chantait, un trillet pur et cristallin, qui semblait déplacé dans cette maison empreinte de deuil et de tension. Il n'avait pas voulu de cette tutelle. Il ne voulait pas de cette responsabilité. Une jeune fille qu'il connaissait à peine, une maison à entretenir, des obligations qui l'enchaîneraient pendant des mois. Thomas Rowland avait été un ami, l'un des rares que Nicolas respectait vraiment. Mais même l'amitié ne rendait pas ce fardeau plus léger. Cependant, il ne pouvait refuser. Rowland le lui avait demandé sur son lit de mort, et Nicolas avait donné sa parole. Et pour lui, une parole était loi. Il descendit dans la salle à manger, où le petit déjeuner était déjà servi. Une femme de chambre, jeune, vermeille, au regard effrayé, disposait les plats sur la table. Œufs, bacon, pain frais, beurre, confiture. Elle sursauta lorsque Nicolas entra et fit une prompte révérence. « Qu'est de croissance à côtier ?» répondit-il en s'asseyant. Élisabeth n'était pas encore descendue. Il se servit un café de la cafetière en argent et déplia le journal que le majordome avait apporté le matin. Le Times parlait des débats parlementaires, des nouvelles taxes sur l'importation de céréales, d'un scandale dans la haute société. Lady Somerset s'était enfuie avec un jeune officier, abandonnant mari et 3 enfants. Nicolas parcourut l'article des yeux et reposa le journal. Les scandales des autres ne l'intéressaient pas. La porte de la salle à manger s'ouvrit et elle entra. Nicolas leva les yeux, automatiquement, sans grande attention. Mais ce qu'il vit le força à prolonger son regard plus que de raison. Élisabeth portait une robe de matin légère, en mousseline fine, presque blanche, avec une taille empire soulignée par un ruban couleur ivoire. Les manches étaient courtes, couvrant à peine les épaules, et le décolleté laissait voir ses clavicules et la ligne de son cou. Ses cheveux qui n'étaient à mot pas relevés en un chignon strict comme la veille, mais tressés en une natte lâche, jetée sur son épaule. Quelques mèches rebelles encadraient son visage de douces ondulations. Nicolas la regarda et, pour la première fois, la vit réellement. La veille, elle n'était qu'une ombre pâle dans son deuil noir, les yeux rougis et les lèvres pincées. Aujourd'hui, elle était différente. Son teinte n'était pas blême, mais de porcelaine, avec une légère rougeur sur les pommettes. Ses yeux, brun foncé, presque noirs, avec de longs cils qui jetaient une ombre sur ses joues,
lorsqu'elle baissait le regard. Ses lèvres, pleines, naturellement roses, légèrement entr'ouvertes, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose avant de se raviser. Et sa silhouette. Nicolas détourna les yeux, sentant une tension monter en lui. Il était un militaire, pas un moine. Il avait vu des femmes, mais cette jeune fille qui se tenait devant lui était la pupille de son ami. Elle était tête et sous sa protection. Elle était tête interdite. « Bonjour, sœur Nicolas !» dit Élisabeth en faisant une légère révérence. Sa voix était calme, posée, trop posée. Nicolas comprit qu'elle s'était ressaisie, qu'elle avait endossé un masque de politesse et de froide distance. « Côte Chania », répondit-il en lui désignant la chaise en face de lui. « Côte en son smosle ». Élisabeth s'assit, déplia sa serviette sur ses genoux et se servit du thé. Ses mouvements étaient imprécis, mesurés, comme on l'apprenait dans les pensionnats pour jeunes filles de bonne famille. Nicolas retourna à son journal, mais il sentait son regard se poser sur lui par moments, des coups d'œil rapides qu'elle détournait aussitôt qu'il levait les yeux. « Vous vous levez tôt », remarqua-t-elle en rompant un morceau de pain grillé. « Une habitude », répondit Nicolas. « À l'armée, on ne peut faire autrement. »« Mon père aussi se levait à l'aube », dit Élisabeth doucement, même quand il était malade. Il disait qu'une journée commencée tard est une journée perdue. Nicolas hocha la tête. Thomas disait cela, en effet. Ils avaient servi ensemble en Espagne, partageant une tente et de maigres rations, se couvrant l'un l'autre au combat. Il était le meilleur commandant que Nicolas ait connu, et le meilleur ami. « Votre père était un homme d'honneur, » dit-il. « Il y en a peu comme lui. » Élisabeth leva les yeux vers lui, et Nicolas y vit une douleur, vive, fraîche, comme une blessure non cicatrisée. « Il était tout pour moi, » dit-elle, « le seul qui me restait après la mort de ma mère. » Nicolas ne sut que répondre. Les mots de réconfort semblaient faux, et le silence, cruel. Il choisit le silence. Le petit déjeuner se déroula dans un calme seulement rompu par le cliquetis de la porcelaine et le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Élisabeth mangea peu. Quelques morceaux de pain grillé, un peu de confiture, du thé. Nicolas remarqua que ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait sa tasse. Quand le repas fut terminé, Élisabeth se leva et fit de nouveau une révérence. « Veuillez m'excuser, sœur, je dois m'occuper de la maison. »« Bien sûr !» acquiesça Nicolas sans lever les yeux de son journal. Elle sortit, le laissant seul. Mais ses pensées ne retournaient déjà plus au débat parlementaire. À la place, il songeait à la façon dont la lumière du matin jouait dans ses cheveux, les transformant en reflets châtains dorés, à la courbe gracieuse de son cou lorsqu'elle penchait à la tête, à la façon dont ses lèvres se pinçaient lorsqu'elle tentait de cacher ses émotions. Nicolas reposa le journal et se frotta l'arête du nez. C'était mal. Elle était trop jeune, trop vulnérable, trop... Sa pupille. Il avait 17 ans de plus qu'elle. Avait vu la guerre, la mort, la boue des tranchées et le sang sur les baïonnettes. Il n'était pas l'homme qui pouvait lui apporter chaleur ou tendresse. Il était un soldat, habitué à la discipline et au contrôle. Et pourtant, quelque chose en elle l'avait touché. Quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Après le petit déjeuner, Nicolas partit inspecter le domaine. Il parcourut le jardin, vérifia les écuries, jeta un œil à l'orangerie, où poussaient des plantes exotiques que la mère d'Élisabeth faisait venir autrefois. Tout était en ordre, mais nécessitait des investissements. Le toit de l'écurie fuyait, la clôture le long de la limite était épanchée. Plusieurs fenêtres de l'aile étaient brisées. Il fit venir le régisseur, un homme âgé aux favoris grisonnants et à l'air perpétuellement soucieux, et lui dicta une liste de réparations à effectuer. Le régisseur prenait des notes, hochait la tête, mais Nicolas voyait qu'il était nerveux. « Cotoran » demanda-t-il sans détour. Le régisseur hésita, puis soupira. « Côte 92. » Nicolas fronça les sourcils. « Cotera. Cotia. » Nicolas fixa longuement le régisseur. Le vieil homme ne mentait pas. La peur dans ses yeux était réelle. « Cotostanan » dit Nicolas froidement. « Côte 97. » Nicolas serra les mâchoires.
Il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle que ses décisions blesseraient en quelqu'un. Il faisait ce qui devait être fait. Transmettez au personnel que personne ne sera renvoyé sans préavis et sans de bonnes recommandations, dit-il, et veillez à l'ordre. Le régisseur s'inclina et partit. Nicolas resta près de l'écurie, regardant les chevaux. Son étalon B, Achille, mâchait paisiblement du foin dans son box. L'animal était le seul avec qui Nicolas se sentait en paix. Les chevaux ne mentaient pas, n'exigeaient pas d'explication, ne le regardaient pas avec réprobation. Que il se retourna. Élisabeth se tenait à l'entrée de l'écurie, tenant un panier recouvert d'un tissu blanc. Elle portait une autre tenue, une simple robe grise à manches longues, avec un tablier par-dessus. Ses cheveux étaient coiffés sous un bonnet. Elle ressemblait à une jeune fille ordinaire, pas à l'héritière d'une fortune. « Miss Rowland » acquiesça Nicolas. « Que faites-vous ici ?»« J'ai apporté des pommes pour les chevaux » répondit-elle en soulevant le panier. Mon père leur en donnait toujours. Il disait qu'un cheval aimé sert avec loyauté. Nicolas la regarda et quelque chose en lui s'adoucit. Elle n'était pas venue ici pour se disputer ou se plaindre. Elle était venue simplement parce que c'était ce que faisait son père. « Côté-moi d'un 15, dit-il. Côté-moi 16. » Élisabeth entra dans l'écurie et Nicolas la suivit. Elle s'arrêta devant le box d'Achille et lui tendit une pomme dans la paume de sa main. L'étalon renifla sa main, puis prit délicatement la pomme avec ses lèvres et se mit à croquer. « Que te 37 » remarqua Élisabeth en caressant le chanfrein d'Achille. « Comment s'appelle-t-il » ? « Achille. » Elle sourit, pour la première fois depuis son arrivée. Un sourire léger, presque enfantin, qui transfigura son visage. Nicolas sentit sa respiration se suspendre un instant. « Le héros grec » dit-elle. « Mon père aimait l'histoire ancienne. Il me parlait de Troie, d'Ulysse, d'Alexandre le Grand. » « C'était un homme instruit, » répondit Nicolas, s'efforçant de garder une voix neutre. « Qu'auteur 103. » Élisabeth caressa une dernière fois Achille et s'éloigna du box. Il disait que le savoir est la seule chose que l'on ne peut nous enlever. Nicolas la regarda et une nouvelle image commença à se former dans son esprit. Cette jeune fille n'était pas une coquette mondaine et gâtée, qui ne pensait qu'aux robes et aux bals. Elle était intelligente, cultivée, avec un caractère qu'elle dissimulait derrière un masque de politesse. « Côté sans fin » demanda-t-il. « Côté nechita, côté cette, avoua-t-elle. Côté nos. » Nicolas hocha la tête. Il ne savait pas pourquoi il posait ces questions, peut-être pour mieux la comprendre, peut-être simplement pour entendre sa voix. Elle était agréable, douce, avec une légère rossité qui apparaissait lorsqu'elle était troublée. « Sœur Nicolas » Élisabeth le regarda droit dans les yeux. « Le régisseur m'a dit que vous prévoyez des réparations. Cela signifie-t-il que vous comptez rester ici longtemps ?» Sa voix était prudente, mais une lueur d'espoir y perçait. L'espoir de quoi? Qu'il parte ou qu'il reste? « Je resterai jusqu'à votre majorité ou votre mariage, » répondit Nicolas. « Telle était la volonté de votre père. » Élisabeth hocha la tête, et l'expression de son visage redevint fermée, impénétrable. Côte 114. Elle fit une révérence et se dirigea vers la sortie. Nicolas la suivit du regard, son dos droit, sa démarche gracieuse, sa natte qui se balançait au rythme de ses pas. Et il ressentit de nouveau cette étrange tension qui naissait chaque fois qu'elle était à être près de lui. Il tourna les talons et quitta l'écurie par une autre sortie pour ne pas la suivre. Il avait besoin d'air, d'espace, de distance. Le soir, Nicolas était assis dans la bibliothèque, triant du courrier. La plupart des lettres étaient adressées au défunt général, des condoléances de compagnons d'armes, des factures de fournisseurs, des invitations à des événements qui n'avaient plus d'importance. Il les empilait, les classant par ordre d'importance. La porte s'entr'ouvrit et la tête de Mrs. Latrope apparut dans l'entrebâillement. Cotomia Nicolas leva les yeux de ses papiers. «
ajouta la dame de compagnie avec un sourire timide. Cotia. Nicolas serra les mâchoires. Il ne voulait pas de cérémonie mondaine, pas de bavardage futile autour d'un thé. Mais un refus serait en effet une impolitesse. Très bien, je viendrai dans 5 minutes. Mrs. Lathrop hocha la tête et disparut. Nicolas mit les lettres de côté, se leva et ajusta son gilet. Il regarda son reflet dans la vitre de la bibliothèque, un visage sévère, des traits durs, des yeux qui en avaient trop vu. Il n'était pas fait pour les salons et les cérémonies du thé. Mais le devoir était le devoir. Il descendit au salon. Élisabeth était assise sur un canapé près de la cheminée, où des braises rougeoyaient. Sur la table devant elle se trouvait un service à thé en porcelaine fine, un plat de biscuits et une coupe de fruits confits. Elle s'était changée pour la soirée. Elle portait maintenant une robe de soie bleu foncé, avec un col montant et des manchettes en dentelle. Ses cheveux s'étaient arrangés en une coiffure complexe, avec quelques boucles tombant sur ses épaules. Elle paraissait plus âgée, plus sérieuse, presque comme une dame mariée. Sœur Nicolas, et elle se leva et fit une révérence. Je vous remercie de m'accorder votre temps. Mais... Nicolas hocha la tête et s'assit dans le fauteuil en face. Élisabeth lui versa du thé, y ajouta du sucre, un seul morceau comme il l'aimait, bien qu'il ne se souvînt pas de le lui avoir dit. « Qu'entend-on » demanda-t-il. Élisabeth sourit, à peine, mais sincèrement. Nicolas prit la tasse et but une gorgée. Le thé était fort, avec une légère amertume, exactement comme il l'aimait. « Votre père avait raison, » dit-il. « L'attention aux détails fait gagner des batailles. »« Et en fait perdre » demanda doucement Élisabeth. Nicolas la regarda. Ses yeux étaient sérieux, presque tristes. « Parfois, admit-il, parfois on en voit trop, et cela devient un obstacle. » Ils restèrent assis en silence, buvant leur thé. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres douces sur les murs. Dehors, la pluie commençait à tomber, une pluie fine d'été, avec une odeur de terre et d'herbe mouillée. « Sœur Nicolas. » Élisabeth posa sa tasse sur la soucoupe. « Je voulais vous demander, me considérez-vous vraiment comme une enfant ?» Nicolas se figea. La question était inattendue, directe, sans détour. « La loi vous considère comme telle, » répondit-il prudemment. « Ce n'est pas une réponse à ma question. » Il la regarda. Cette jeune femme en robe bleue, le menton fièrement relevé et un défi dans les yeux. Et il comprit qu'elle avait raison. Elle n'était pas une enfant. Elle était jeune, inexpérimentée. Mais il y avait en elle quelque chose d'adulte, de fort, qu'il n'avait pas remarqué auparavant. « Côte son temps de sens, dit-il honnêtement. « Côte son temps de ici, côte son c'est toi » demanda Élisabeth, et une pointe de douleur perça dans sa voix. Nicolas serra sa tasse plus fort. « Côte son temps de sauce. » Élisabeth se leva, s'approcha de la fenêtre et appuya son front contre la vitre, regardant la pluie. Sa silhouette en robe bleue semblait fragile, presque fantomatique dans la lumière vacillante de la cheminée. « Savez-vous ce qui est le plus effrayant ?» dit-elle doucement, sans se retourner. « Je n'ai pas peur de la solitude, ni de la pauvreté. J'ai peur de devenir un fardeau, pour n'importe qui, pour vous, pour celui qui m'épousera un jour. J'ai peur d'être inutile. » Nicolas se leva et s'approcha d'elle. Il s'arrêta à un pas, sentant le parfum de son nez. Eau de toilette, léger, floral, avec des notes de lavande. « Coton en dit-il, et sa voix résonna plus doucement qu'il ne s'y attendait. « Cotin 142. » Élisabeth se retourna. Il y avait très peu d'espace entre eux, quelques centimètres, pas plus. Nicolas vit ses cils trembler, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Et soudain, il comprit, avec une clarté terrifiante, qu'il voulait la toucher, qu'il voulait écarter cette mèche rebelle de sa joue, la serrer contre lui, sentir son cœur battre près du sien. C'était mal, c'était interdit. Nicolas recula d'un pas.
Côté encore un trèche, dit-il avant de quitter le salon sans attendre de réponse. Il monta dans sa chambre, ferma la porte et s'y adossa, les yeux clos. Que lui arrivait-il? Il était plus âgé qu'elle. Il était son tuteur. Il n'avait pas le droit de penser à elle de cette façon. Mais il y pensait. Et c'était la chose la plus dangereuse qui pouvait arriver. Une semaine s'était écoulée depuis que Sir Nicholas Vane était entré dans la vie d'Élisabeth. 7 jours qui lui semblaient à la fois interminables et trop courts. Elle s'habituait à sa présence dans la maison, au son de ses pas dans le couloir, à l'odeur de tabac provenant de la bibliothèque, à son silence à table. Mais elle ne parvenait pas à s'habituer à ce qui se passait en elle quand il était là. C'était un sentiment étrange, un mélange de peur, d'irritation et de quelque chose d'autre, qu'elle ne pouvait nommer, quand il entrait dans une pièce. L'air devenait plus dense, comme s'il se condensait autour d'elle. Quand il la regardait de ses yeux gris et froids, son cœur se mettait à battre plus vite. Et quand ses doigts avaient accidentellement touché sa main au petit déjeuner, en lui passant la salière, elle avait senti une vague de chaleur parcourir sa peau, lui donnant envie de sursauter. Elle ne se comprenait pas. Cet homme contrôlait sa vie, dictait des règles, la tenait avec rigueur. Il était froid, sévère, presque cruel dans son honnêteté. Et pourtant, elle se surprenait à attendre son apparition, à tendre l'oreille pour entendre sa voix, à le regarder furtivement quand il lisait le journal ou examinait ses papiers. C'était mal, c'était stupide. Mais elle n'y pouvait rien. Le mardi matin commença dans le brouillard. Un brouillard épais, d'un blanc laiteux, qui enveloppait le jardin et transformait les arbres en silhouettes fantomatiques. Élisabeth se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant ce voile blanc. Elle s'était réveillée tôt, sans avoir bien dormi. Elle avait encore rêvé que son père était vivant, que la maison était pleine de voix et de rires. Se réveiller dans le silence était à chaque fois un choc. Elle s'habilla poil sans attendre la femme de chambre. Elle choisit une simple robe de mousseline vert pâle, à la taille empire, et aux longues manches resserrées aux poignets. Elle jeta un châle léger sur ses épaules et descendit. Il n'y avait personne dans la salle à manger. Trop tôt, même pour sœur Nicolas. Élisabeth se versa du thé de la théière maintenue au chaud sur le buffet et s'approcha de la fenêtre. Le brouillard commençait à se dissiper, laissant apparaître les contours de la roseraie que sa mère avait plantée autrefois. « Vous non plus, vous ne dormez pas ?» Élisabeth sursauta et se retourna. Nicolas se tenait dans l'embrasure de la porte, sa redingote déboutonnée et sans cravate. Sa chemise était ouverte au col, révélant la ligne de ses clavicules et le début d'une peau hâlée. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il venait d'y passer la main. Il semblait différent, pas comme le tuteur sévère, mais comme un homme surpris à un moment où il n'avait pas encore eu le temps de mettre son masque. « Kotansanka », répondit Élisabeth, s'efforçant de ne pas regarder son col ouvert. « Je n'ai pas pu me rendormir. » Nicolas entra dans la pièce et se servit un café. Il ne s'assit pas à table, mais s'arrêta près d'une autre fenêtre, regardant le jardin. « Que de 147 » demanda-t-il sans se retourner. Élisabeth se figea. Comment le savait-il? « Côte 5 » avoua-t-elle doucement. « Côte 49 » Nicolas garda le silence un long moment. Puis, sans tourner la tête, il dit « Côte 105 » Élisabeth regardait son dos, ses larges épaules, la façon dont ses doigts serraient la tasse. C'était la première chose qu'il lui racontait sur lui-même. La première chose qui le révélait non pas comme un tuteur froid, mais comme un homme qui, lui aussi, avait connu la douleur. « Côte 35 demanda-t-elle. « Côte 103 » Il se retourna et la regarda. « Côte 103 » Élisabeth déglutit. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Côte 154. Nicolas fit un pas vers elle, un seul. Mais cela réduisit la distance entre eux au point que l'air devint plus dense. « Alors ne commencez pas, dit-il. Pas avant d'être prête. » Sa voix était plus douce que d'habitude.
presque bienveillante. Élisabeth sentit quelque chose se serrer et se desserrer en elle, et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se détourna rapidement, ne voulant pas qu'il voie sa faiblesse. « Je veux me promener dans le jardin, » dit-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. Côte en s'entente, côte en s'entend. Élisabeth se retourna, surprise. Côte au sentina, côte au sastimo sensua, répondit Nicolas. Côte son. Elle voulut protester, mais quelque chose dans son regard l'en empêcha. Ce n'était pas un ordre, c'était une proposition. D'accord, accepta-t-elle. Ils sortirent ensemble dans le jardin par une porte latérale. Le matin était frais, humide après le brouillard. L'herbe brillait de rosée, et l'air sentait la terre mouillée et les fleurs. Élisabeth marchait sur l'allée, retenant le bas de sa robe pour ne pas la mouiller. Nicolas marchait à ses côtés, les mains dans les poches. Il était silencieux, mais sa présence était tangible, presque palpable. Ils arrivèrent net à la roseraie. Les buissons étaient couverts de boutons, blancs, roses, écarlates. Certains étaient déjà éclos, exhalant un parfum lourd et sucré. « Côte 304 » dit Élisabeth en s'arrêtant près d'un buisson. « Côte 305 » Nicolas regarda les roses, puis elle. « Côte 306 » Côte 167. Élisabeth toucha un bouton délicatement pour ne pas se piquer aux épines. Côte 163. Nicolas s'approcha. Il se tenait maintenant si près qu'Élisabeth sentait la chaleur de son corps, malgré la fraîcheur matinale. « Que dit-il doucement. Que Élisabeth leva les yeux vers lui. Il la regardait comme il ne l'avait jamais fait auparavant, ni froidement, ni d'un air scrutateur. Presque tendrement. Et c'était si inattendu, si étrange, que sa respiration se coupa. « Vous parlez comme un philosophe, » murmura-t-elle. « Je parle comme un homme qui a perdu trop de gens, » répondit Nicolas. Un silence s'installa entre eux, rempli de non-dits, d'impossibles. Élisabeth voulait lui demander qui l'avait perdu. Elle voulait savoir ce qui se cachait derrière son masque de froideur. Mais elle n'osa pas. « Que tout s'entrailla » dit Nicolas en détournant le regard. « Que tout s'enquatria » Élisabeth hocha la tête et ils retournèrent vers la maison. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de subtil, d'insaisissable. Entre eux, il n'y avait plus seulement la distance froide du tuteur et de la pupille. Il y avait une fissure dans le mur qu'ils avaient tous deux érigée. Et cette fissure était ce qui l'effrayait le plus. Après le petit déjeuner, une visiteuse arriva. Lady Catherine Harrave, une amie de la défunte mère d'Élisabeth, venait présenter ses condoléances. Grande, élégante, une femme d'environ 45 ans, vêtue d'une robe lilas foncé et d'un chapeau à voilette, elle entra dans le salon avec l'air d'une reine inspectant ses domaines. « Côte 75 » dit-elle en enlaçant la jeune fille, l'enveloppant d'un nuage de parfums français coûteux. « Côte 116, côte 107 » répondit Élisabeth en faisant une révérence. « Côte 168, côte 109 » Lady Catherine balaya le salon du regard, comme si elle cherchait quelqu'un. « On dit que c'est Sir Nicholas Vane, un ami de ton père, un militaire. »« Oui, » confirma Élisabeth. « Où est-il donc ? Je dois faire sa connaissance, m'assurer que c'est un homme digne de ce nom. » Élisabeth sentit une pointe d'irritation. Lady Catherine avait toujours aimé tout contrôler. Les deux femmes se retournèrent. Nicolas se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, dans une redingote sombre impeccable, la cravate nouée et une expression froide sur le visage. Il avait retrouvé son masque de tuteur sévère. Et il ne restait aucune trace de l'homme doux qui lui avait parlé dans le jardin. Se présenta-t-il en s'inclinant poliment. « J'ai l'honneur. » Lady Catherine le toisa de la tête aux pieds, d'un regard long et scrutateur, celui que les dames du monde utilisaient pour évaluer les prétendants potentiels de leur fille. « Côte 147 » répondit-elle en lui tendant la main. Nicolas baisa son gant,
formellement, sans déférence excessive. Lady Catherine s'assit sur le canapé, et Élisabeth s'empressa de servir le thé. Cote 189, commença Lady Catherine en sirotant son thé. Cote 189. Cote 180, répondit Nicolas, assis dans un fauteuil avec une posture parfaite. Cote au 50, cote au 132. Une pointe de doute, à peine dissimulée par la politesse, perçait dans la voix de Lady Catherine. Élisabeth se tendit. Quote 143, répondit Nicolas d'un ton neutre. Le général me faisait confiance, et je justifierai cette confiance. Sans aucun doute. Mais vous comprenez, sœur, qu'Élisabeth est une jeune fille de bonne famille. Elle a besoin non seulement d'une tutelle, mais aussi de la société qui convient, des bals, des visites, des rencontres. Sinon, comment trouvera-t-elle un mari digne d'elle? Élisabeth sentit le rouge lui monter aux joues. Discuter de son mariage en sa présence, comme si elle était un meuble. Miss Roland est en deuil, dit Nicolas froidement. Les bals et les visites viendront plus tard, quand cela sera convenable. Bien sûr, bien sûr. Lady Catherine fit un geste de la main. Mais le deuil prendra fin. Et alors, vous êtes un militaire, sœur, vous connaissez les champs de bataille. Mais connaissez-vous la haute société, ses règles, ses intrigues? Nicolas la fixa d'un regard long et lourd. Cote de sens. Le ton de sa voix était tel que Lady Catherine se tut. Elle regarda Nicolas avec un nouvel intérêt, comme si elle voyait en lui non plus un simple militaire, mais un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. « Eh bien, dit-elle enfin, je suppose qu'Élisabeth est entre de bonnes mains. » La visite dura encore une demi-heure, remplie de bavardages mondains futiles. Quand Lady Catherine partit enfin, Élisabeth se sentit soulagée. « Je vous remercie, » dit-elle à Nicolas quand ils furent seuls, « pour m'avoir défendu. » Nicolas se tourna vers elle. « Je ne permettrai à personne de vous traiter comme une marchandise sur le marché, Miss Roland. Vous êtes sous ma tutelle, et tant qu'il en sera ainsi, vous serez en sécurité. » Élisabeth le regarda, et quelque chose en elle s'adoucit. Cet homme, qui semblait froid et impitoyable, la protégeait, se tenait entre elle et un monde qui voulait l'utiliser pour son argent et sa position. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» Nicolas la regarda longuement, et quelque chose qu'Élisabeth ne put déchiffrer passa dans ses yeux. « Cote 8, répondit-il enfin. « Cote 9. » Il quitta le salon, laissant Élisabeth debout au milieu de la pièce, le cœur battant et les pensées confuses. Le soir, Élisabeth ne tenait pas en place. Elle essaya de broder, de lire, de jouer du pianoforte, mais rien n'y faisait. Ses pensées revenaient sans cesse à Nicolas, à ses paroles, à son regard, à la façon dont il l'avait défendue face à Lady Catherine. Elle se leva et sortit de sa chambre. La maison était silencieuse. Les domestiques s'étaient retirés. Mrs. Lathrop dormait. Élisabeth descendit l'escalier, tenant une bougie dans un chandelier. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le tapis. Elle n'avait pas prévu d'aller à la bibliothèque, pas prévu de le chercher, mais ses pas l'y menèrent d'eux-mêmes. La porte était entr'ouverte et une lumière filtrait de l'intérieur. Élisabeth jeta un œil par la fente. Nicolas était assis à son bureau, penché sur des papiers. À côté de lui, un verre de brandy, à peine touché. Il avait retiré sa redingote et son gilet, ne portant plus que sa chemise aux manches retroussées. Ses cheveux étaient en désordre, son visage marqué par la fatigue et autre chose encore. De la douleur, de la mélancolie. Élisabeth voulut repartir, mais la porte grinça doucement et Nicolas leva la tête. « Miss Roland !» Il se leva. « Quelque chose est-il arrivé ?» Élisabeth entra, serrant la bougie contre sa poitrine. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai vu de la lumière et j'ai pensé « Voulez-vous me tenir compagnie ?» acheva-t-il. Et un soupçon de sourire ironique se dessina sur ses lèvres. Élisabeth hocha la tête. Nicolas lui désigna un fauteuil près de la cheminée. « Asseyez-vous. Je vais ranimer le feu. » Il s'approcha de la cheminée, ajouta des bûches et attisa les braises.
Les flammes reprirent vie en vie, éclairant la pièce d'une lueur chaude. Élisabeth s'assit, s'enveloppant dans son châle. Nicolas s'installa en face d'elle, allongeant ses longues jambes. « À quoi pensez-vous » demanda Élisabeth. Nicolas regarda le feu. « Au passé, aux gens qui ne sont plus là, aux choix qu'on ne peut changer. À la guerre, à beaucoup de choses. » Élisabeth garda le silence un instant, puis demanda prudemment. « Avez-vous eu une famille, une femme ?» Nicolas se figea. Puis il secoua lentement la tête. « J'étais fiancé, il y a longtemps. J'étais jeune, stupide. Je pensais que l'amour triomphait de tout. Il y eut un sourire amer. Elle n'a pas voulu attendre mon retour de la guerre. Elle en a épousé un autre, riche, titré, qui pouvait lui offrir une vie de luxe. » Élisabeth sentit une pointe de douleur. Pour lui, pour ce jeune homme qui avait été trahi. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. Cela m'a appris que les gens agissent rarement noblement quand il s'agit de choisir entre les sentiments et l'intérêt. » Élisabeth le regardait, observant le jeu de la lumière sur son visage, la façon dont ses mâchoires se contractaient. « Tout le monde n'est pas comme ça, » dit-elle doucement. Nicolas leva les yeux vers elle. « Vous, non. Vous êtes différente, Miss Rowland. Trop bonne pour ce monde. » Élisabeth se leva et s'approcha de lui. Elle n'y réfléchit pas. Elle agit simplement. Elle s'assit sur l'accoudoir de son fauteuil, si près que leurs épaules se frôlaient presque. « Je ne suis pas bonne, » murmura-t-elle. « Je suis juste seule, comme vous. » Nicolas se tourna vers elle et la distance entre eux disparut. Élisabeth voyait chaque ligne de son visage, chaque étincelle dans ses yeux gris. Elle sentait son souffle sur ses lèvres. « Élisabeth, dit-il, et c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. « Que te défendre en côte d'entrance » répondit-elle, et sa voix tremblait. « Que te trente. » Nicolas leva la main et toucha sa joue, délicatement, presque avec révérence. Ses doigts étaient chauds, rêches de vieille callosité. « Que te tente sire » murmura-t-il. « Que te noterai. Que te renquêtas » acheva Élisabeth, et ce n'était pas une question. Nicolas ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. Puis, il baissa la main et s'écarta. « Allez dans votre chambre, » dit-il d'une voix rauque. « Côte transas. » Élisabeth se leva, sentant tout trembler en elle. Elle atteignit la porte, s'arrêta et se retourna. « Je ne le regretterai pas, » dit-elle doucement. Et elle sortit, le laissant seul dans la bibliothèque, avec son verre de brandy et des pensées auxquelles il était impossible d'échapper. Nicolas resta assis près de la cheminée jusqu'au matin. Il ne but pas, ne lut pas, se contenta de regarder le feu et de penser à la jeune femme qui était devenue à la fois sa damnation et sa tentation. Il la désirait. Mon Dieu, comme est qu'il la désirait. Mais de la toucher signifiait trahir la confiance de Thomas, faillir à son devoir, détruire tout ce en quoi il croyait. Et pourtant, il savait que ce n'était que le début, que cette fissure entre eux allait s'agrandir, jusqu'à les détruire tous les deux. Nicolas ne dormit pas de la nuit. Assis dans le fauteuil près de la cheminée de sa chambre, il regardait les braises mourantes, essayant de rassembler ses pensées, mais elles se dispersaient comme des cendres dans le vent. Les mots d'Élisabeth résonnaient dans sa tête. « Je ne le regretterai pas. » Ces quelques mots avaient ébranlé quelque chose en lui, l'avaient fait douter de la discipline de fer qu'il s'était imposée pendant des années. Il était un soldat, habitué à la clarté des ordres et à la précision des objectifs. Mais avec cette jeune femme, tout était différent. Elle détruisait son assurance d'un regard, d'un contact fortuit, d'une phrase prononcée dans la pénombre de la bibliothèque. Quand l'aube commença à poindre, colorant le ciel de teinte gris-perle, Nicolas se leva, se lava à l'eau jasse et à l'eau glacée, et s'habilla avec sa précision militaire habituelle. Il devait se ressaisir. Il était un tuteur, un homme chargé de la protéger, et non celui qui deviendrait sa tentation ou sa chute. Le matin dans la maison des Rowland commença par une agitation inhabituelle. L'intendante, Mrs. Collins,
donnait ses ordres aux femmes de chambre plus fort que d'habitude. On entendait dans la cuisine le cliquetis de la vaisselle et la voix de la cuisinière, grondant une aide pour des brioches brûlées. Dans la salle à manger, une odeur de pain frais et de café flottait. Et sur le buffet, des plateaux d'argent présentaient des œufs, du bacon, de la confiture dans des coupes de cristal. Tout semblait normal, mais pour Nicolas, cette maison n'était plus simplement le lieu d'accomplissement d'un devoir. Elle était devenue un champ de bataille. Seulement, l'ennemi n'était pas à l'extérieur, mais en lui-même. Élisabeth descendit pour le petit déjeuner plus tard que d'habitude. Nicolas entendit ses pas dans l'escalier, léger, un peu hésitant, et leva involontairement la tête de son journal. Elle entra dans la salle à manger, et sa respiration se suspendit un instant. Elle portait une robe de matin en mousseline lilas pâle, avec une taille haute et de courtes manches bouffantes bordées de fines dentelles. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon souple sur la nuque, quelques boucles s'échappant le long de son cou. Elle paraissait jeune, fraîche, mais ses yeux trahissaient la même nuit blanche que la sienne. Ils se regardèrent, un regard long, lourd, plein de non-dits, et Nicolas fut le premier à détourner les yeux, feignant de se plonger dans la lecture des nouvelles parlementaires. « Côte 239, Sarsia », dit Élisabeth, et sa voix n'avait pas la formalité habituelle. Il y avait quelque chose de doux, de presque intime. « Bonjour, Miss Roland », répondit-il, s'efforçant de garder une voix neutre. Elle s'assit en face de lui, se versa du thé, mais la tasse tremblait dans sa main. Nicolas le remarqua et serra les mâchoires. Il ne voulait pas qu'elle soit nerveuse à cause de lui. Il ne voulait pas être la cause de son trouble. Mais un fil invisible s'était déjà tendu entre eux. Un fil qu'on ne pouvait rompre par la simple décision de garder ses distances. Le petit déjeuner se déroula dans un silence tendu. Ils mangeaient lentement, chacun plongé dans ses pensées, mais tous deux intensément conscients de la présence de l'autre. Nicolas sentait son regard revenir sans cesse vers elle, vers la courbe de son cou, la façon dont elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle réfléchissait, ses doigts fins tenant sa cuillère. Élisabeth, elle aussi, le regardait furtivement. Ses mains fortes, la ligne acérée de sa mâchoire, la façon dont il fronçait les sourcils en lisant les intrigues politiques. C'était comme un jeu dangereux, où chaque regard suivant pouvait être celui qui changerait tout. Après le petit déjeuner, Nicolas annonça qu'il devait recevoir des invités. La famille Richardson, des voisins respectés, propriétaires d'un domaine à 20 miles de Londres, avait exprimé le souhait de présenter ses condoléances et de faire la connaissance de la jeune Miss Roland. C'était une formalité mondaine qu'on ne pouvait refuser sans risquer de paraître impoli. Élisabeth comprit. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie, c'était une présentation. La famille Richardson avait un fils, Henry, 23 ans, un riche héritier à la réputation irréprochable. Et elle était précisément la marchandise que l'on examinait sur ce marché du mariage. La préparation de la réception se transforma en un rituel qu'Élisabeth détestait de toute son âme. Mrs. Lathrop s'agitait, choisissant une robe. Ils optèrent pour une soie turquoise, avec un col en dentelle et de longues manches. La couleur était noble, discrète, appropriée pour un deuil, qui n'était pas encore officiellement terminé. Une femme de chambre arrangea ses cheveux en une coiffure complexe avec quelques boucles encadrant son visage. À son poignet, on passa un bracelet en or, le seul bijou de sa mère qu'Élisabeth portait toujours. Quand elle se regarda dans le miroir, elle vit une étrangère. Une belle poupée mise en vente. Vers midi, la pluie s'intensifia. Les gouttes tambourinaient contre les fenêtres du salon, où la table à thé était dressée. Le service en argent brillait à la lueur des bougies. Des assiettes présentaient de fins sandwichs aux concombres et au saumon, des biscuits faits maison, des macarons aux amandes. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant des reflets chauds sur les murs. Tout semblait parfait, comme une illustration de magazine pour dames du monde. Élisabeth se tenait près de la fenêtre, les mains jointes, regardant les contours flous du jardin. Nicolas entra dans le salon quelques minutes avant l'arrivée des invités. Il était impeccablement vêtu. Une redingote bleu marine, une chemise d'une blancheur immaculée,
une cravate parfaitement nouée. Ses cheveux étaient notés et lissés. Son expression stricte, presque sévère. Il était redevenu Sir Nicholas Vane, le tuteur, l'officier, l'homme pour qui le devoir passait avant tout. « Côté Tacaranian » demanda-t-il en s'arrêtant à côté d'elle. « Côté ça » répondit Élisabeth sans se retourner. « Côté donc Arta » Élisabeth se retourna et le regarda. Dans ses yeux gris, on lisait de la détermination, mais aussi autre chose, une tension, comme s'il se préparait à une bataille. « Vous parlez comme si j'allais sur un champ de bataille. »« La haute société est un champ de bataille, » répondit Nicolas. « Seulement ici, les armes sont les mots, les regards et la réputation. Et on peut y perdre aussi facilement que dans une vraie guerre. » Le bruit des sabots et le roulement d'un équipage interrompirent leur conversation. Les invités étaient arrivés. Le majordome conduisit la famille Richardson au salon, avec une solennité digne d'une réception royale. Mr. Richardson était un homme grand et mince, aux favoris grisonnants et au visage sévère. Sa femme, une dame corpulente et maniérée en soie violette et chapeau à plumes, se mit immédiatement à admirer le décor. Leur fils Henry était l'incarnation du jeune gentleman. Cheveux blonds soigneusement coiffés, yeux bleus, sourire assuré, un frac à la mode couleur vert bouteille. Il était beau, le savait, et savait user de son charme. La conversation commença par les condoléances traditionnelles. Mrs. Richardson ne tarissait pas d'éloges à la mémoire du défunt général. Son mari se remémorait leurs rencontres au club. Henry exprimait sa sympathie avec l'air de quelqu'un qui récite des phrases apprises. Élisabeth répondait poliment, mais avec retenue, comme sa gouvernante le lui avait appris. Nicolas se tenait près de la cheminée, participant à peine à la conversation, mais sa présence se faisait sentir comme un mur protecteur. « Chère Miss Rowland, Mrs. » « Chère Miss. » Richardson se pencha en avant, sa voix devenant confidentielle. « Comment vous en sortez-vous dans cette grande maison? Vous devez vous sentir si seul sans vos parents. »« J'ai madame de compagnie et un excellent personnel, » répondit Élisabeth. « Et bien sûr, Sir Nicolas veillait à ce que tout soit en ordre. » Mrs. Richardson jaugea Nicolas d'un regard évaluateur. Côte 251. Un lourd silence s'installa. Élisabeth sentit le rouge lui monter aux joues. C'était une insinuation, presque une insulte, déguisée en bavardage mondain. Nicolas fit un pas en avant et sa voix résonna, froide comme la glace. Quote 252. Mrs. Richardson pâlit et hocha vivement la tête. Son mari s'empressa de changer de sujet, se lançant dans des éloges sur la collection de livres de la bibliothèque. Henry, profitant de la confusion, se tourna vers Élisabeth avec un sourire charmant. « Miss Rowland, accepteriez-vous de me montrer la roseraie? J'ai entendu dire qu'on y trouvait des variétés rares. » Élisabeth voulut refuser, mais Mrs. Lathrop hochait déjà la tête avec approbation. Un refus aurait été impoli. Elle se leva, jeta un châle léger sur ses épaules et sortit avec Henry dans le jardin par une porte latérale. La pluie avait cessé, mais la terre était humide, l'air lourd et moite. Ils marchaient sur l'allée menante à la roseraie, et Élisabeth sentait le regard attentif d'Henry sur elle, non pas comme sur une personne, mais comme sur un bien qu'il évaluait avant l'achat. Côte 234. Remarqua Henry lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un buisson de roses blanches. Il fait son devoir, répondit Élisabeth d'un ton neutre. Quote 256. Henry cueillit une rose et la lui tendit. Quote 257. Élisabeth ne prit pas la fleur. Quote 258. Quote 211. Il eut un sourire narquois. Quote 260. Élisabeth recula d'un pas. « Je suis en deuil, c'est naturel. Le deuil passera. » Henry s'approcha, sa voix se faisant plus douce, presque intime. Côte 263. Élisabeth le regarda. Son beau visage arrogant, l'éclat calculateur dans ses yeux. Elle comprit, cet homme ne lui offrait pas l'amour. Il lui offrait un marché, sa dot et ses relations en échange de son nom et de sa position. Côte 264, dit-elle froidement.
côté 265. Elle tourna les talons et retourna vers la maison sans se retourner. Henry resta là, la rose à la main, son sourire s'est endurci. Quand Élisabeth revint au salon, Nicolas comprit immédiatement que quelque chose s'était passé. Il vit la tension dans ses épaules, ses lèvres pincées, le rouge trop vif sur ses joues. Le reste de la visite se déroula dans une politesse tendue. Quand les Richardson partirent enfin, Élisabeth attendit à peine que l'équipage ait disparu au tournant de l'allée pour se tourner vers Nicolas. Côte de Satani, côte de Sens, côte de Sati, Élisabeth s'interrompit, ne sachant comment formuler les choses. Nicolas s'approcha d'elle, son visage s'assombrissant. Quote 261, côte 200. Quelque chose éclata dans les yeux de Nicolas. De la colère, de la jalousie, de la douleur. Côte 271, côte 272, il la regarda longuement, et la distance entre eux se réduisait à chaque seconde. Élisabeth sentait son cœur battre à tout rompre, l'air s'épaissir, chaque inspiration devenir difficile. « Code d'un centraille », dit-il. Et c'était la deuxième fois qu'il l'appelait par son prénom. « Je ne peux pas vous donner ce qu'il peut vous offrir. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas de titre. Je suis un soldat, habitué à la discipline et à l'ordre. Mais si vous me dites que vous voulez être libre de moi, je partirai. Je trouverai un autre tuteur, et vous ne me reverrez plus. » Élisabeth le regarda, et des larmes lui brûlèrent les yeux. « Je ne veux pas être libre de vous, » murmura-t-elle. « Je veux être avec vous. » Nicolas ferma les yeux comme si ces paroles lui infligeaient une douleur physique. Puis il les rouvrit et fit un pas vers elle, prenant son visage entre ses mains. « Alors sachez-le, je ne pourrai pas vous laisser partir, même quand je le devrai, même quand ce sera la bonne chose à faire. » Il se pencha et ses lèvres se posèrent sur son front, tendrement, presque avec révérence. Ce n'était pas un baiser de passion, c'était une promesse et une malédiction à la fois. Élisabeth ferma les yeux, sentant la chaleur de ses mains, l'odeur de tabac et de cuir. À cet instant, la maison, le passé, l'avenir, tout disparut. Il ne restait que deux dans le salon, tandis que dehors, une nouvelle pluie commençait à tomber. Après cette soirée dans le salon, quelque chose avait irréversiblement changé. Élisabeth se réveillait le matin avec le sentiment que l'air dans la maison était différent, plus dense, chargé de non-dits, mais non moins palpable pour autant. Nicolas évitait de rester seul avec elle. Il partait tôt, rentrait tard, s'enfermait dans son bureau avec des papiers et des comptes. À table, il n'échangeait que des phrases formelles sur le temps et les affaires domestiques. Mais lorsque leurs regards se croisaient, ce qui arrivait plus souvent qu'il n'aurait fallu, une telle tension naissait dans l'air que Mrs. Lathrop triturait nerveusement sa serviette et cherchait un prétexte pour quitter la pièce. Les jours s'étiraient lentement, teintés des tons gris du printemps londonien. Les pluies succédaient aux brouillards, les brouillards aux brunes, et ce n'est que rarement que le soleil perçait les nuages, inondant le jardin d'une lumière dorée. Élisabeth passait de longues heures dans la bibliothèque, relisant de vieux romans et de la poésie. Elle tombait sur des marque-pages laissés par son père, sur ses annotations dans les marges des livres, et chaque fois, son cœur se serrait d'une vive nostalgie. Mais à cette nostalgie se mêlait désormais quelque chose de nouveau, une attente fébrile, un mélange de peur et d'espoir. Elle savait que ce qui était né entre elle et Nicolas était impossible. Il était son tuteur, de 17 ans son aîné, lié par le devoir à la mémoire de son père. La société n'accepterait jamais leur union, mais le cœur n'écoutait pas les arguments de la raison. Un matin, alors que le brouillard était particulièrement épais et qu'un silence de mort régnait dans la maison, Élisabeth décida de briser la distance qui s'était installée. Elle descendit au bureau où elle le savait. Nicolas travaillait et frappa doucement à la porte. Sa voix, rauque de manque de sommeil, l'autorisa à entrer. Le bureau était plongé dans la pénombre. Seule une lampe éclairait le bureau encombré de papier. Nicolas était assis, son gilet déboutonné, les manches de sa chemise retroussées, les cheveux en désordre. Il avait l'air fatigué,
Mais quand il la vit, quelque chose s'alluma dans ses yeux qui fit battre son cœur plus vite. « Côte dans sa dit-il en se levant. Répondit Élisabeth en entrant et en refermant la porte derrière elle. Nicolas se figea, son visage devenant impénétrable. Dit-il durement. L'interrompit-il. C'était une erreur, mon erreur, et elle ne se répétera pas. Élisabeth sentit les larmes lui monter à la gorge, mais elle se retint. Alors, ce que vous ressentez, n'est-ce qu'une faiblesse? Un égarement passager? Nicolas contourna le bureau et s'approcha d'elle. Il s'arrêta si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. « Ce que je ressens est dangereux, ce sang est dangereux, » dit-il doucement, presque en un murmure. « Pour nous deux, j'ai donné ma parole à votre père. J'ai juré de vous protéger, pas de détruire votre réputation et votre avenir. Et si je choisis moi-même cette voie, vous n'avez pas le choix. Vous avez 18 ans. Vous ne comprenez pas ce que signifie se lier à un homme comme moi. Je suis un soldat qui a vu la guerre. Je ne sais pas être doux, tendre. Je n'ai pas d'avenir à vous offrir. » Élisabeth leva la main et toucha sa joue. Nicolas se figea, sa respiration devenant irrégulière. « Ce vous m'offrez plus que vous ne le pensez, » murmura-t-elle. « Vous m'offrez l'honnêteté, des sentiments sincères. Pas un marché, pas un calcul, et cela vaut plus que toutes les richesses. » Nicolas ferma les yeux, et un instant, Élisabeth vit dans son visage cette même vulnérabilité qu'il dissimulait si soigneusement. Puis il s'écarta, se reprenant. « Partez, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix rauque. Côte dans 95. Élisabeth le regarda une dernière fois et quitta le bureau. Les larmes ne coulèrent que lorsqu'elle fut dans sa chambre, le front appuyé contre la vitre froide de la fenêtre. Le jour même, une lettre arriva qui changea tout. L'intendante la porta à Nicolas pendant le dîner, une épaisse enveloppe scellée de cire rouge. Nicolas la décacheta, parcourut quelques lignes des yeux, et son visage pâlit. Élisabeth, assise en face, s'inquiéta. « Que te pensais ?» Nicolas plia lentement la lettre et la regarda. « Que te dis-tu ?» Élisabeth se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi? De quoi parlez-vous » Nicolas se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant l'obscurité du jardin. « Votre mère avait une cousine germaine, Cécilia, qui a eu une fille hors mariage. La fillette a été envoyée dans un orphelinat. Mais votre mère versait secrètement des fonds pour son entretien. Après la mort de votre mère, votre père a continué ses paiements. La fillette a maintenant 14 ans. Elle s'appelle Catherine. Et selon le testament, elle a droit à une part de l'héritage et peut prétendre à une place dans cette maison. » Élisabeth se leva lentement, se tenant au dossier de sa chaise. « Pourquoi mon père ne m'en a-t-il jamais parlé? Probablement pour vous protéger. Et elle. Un enfant illégitime est une flétrissure. Un scandale qui aurait pu détruire la réputation de la famille. Où est-elle maintenant? Dans un pensionnat dans le Kent. Maître Graham propose de l'amener ici pour que nous puissions décider de la suite. » Élisabeth se rassit, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait une sœur, ou presque une sœur, quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu, mais qui était lié à sa famille par le sang et un secret. « Que te transcender ?» dit-elle fermement. « Que te transfier ?» Nicolas se tourna vers elle, et son regard était empreint de respect. « Que te transfier ?» l'interrompit Élisabeth. « Elle est de ma famille, et je ne lui tournerai pas le dos, pas plus que mes parents ne l'ont fait. » 3 jours plus tard, Catherine arriva. Élisabeth se tenait dans le vestibule, les mains jointes, et regardait une jeune fille menue en simple robe grise apparaître à la porte. Elle avait des cheveux sombres tressés en natte, de grands yeux bruns et une expression effrayée. Elle tenait une petite valise usée et regardait autour d'elle, comme si elle craignait d'être chassée. Mais, lorsque son regard croisa celui d'Élisabeth, quelque chose brilla dans ses yeux, un espoir, timide et fragile. Code 3-9. Élisabeth fit un pas en avant. Code 3-10. La jeune fille sursauta,
ses lèvres se mirent à trembler. « Côté 311 » murmura-t-elle. Élisabeth la serra dans ses bras, fort, sans la laisser s'échapper, et sentit Catherine se mettre à pleurer, silencieusement, convulsivement, comme si des années de solitude s'échappèrent d'elle. Nicolas se tenait à l'écart, observant la scène, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Cette jeune femme, qu'il avait considérée comme une héritière gâtée, se révélait capable d'une telle miséricorde, d'une telle générosité de cœur, qu'il avait rarement rencontrée, même chez les hommes à la guerre. Les jours suivants furent agités. Catherine fut installée dans une chambre voisine de celle d'Élisabeth. On lui commanda de nouvelles robes. On engagea un précepteur. La jeune fille était timide, réservée, habituée à être ignorée et à ce qu'on ait honte d'elle. Mais Élisabeth gagna patiemment sa confiance. Elle lui faisait la lecture, lui apprenait à jouer du pianoforte, se promenait avec elle dans le jardin. Peu à peu, Catherine commença à s'ouvrir, et il s'avéra que derrière sa façade silencieuse se cachait un esprit vif et une âme bienveillante. Un soir, alors que Catherine dormait déjà, Élisabeth et Nicolas se retrouvèrent dans la bibliothèque. Il était assis près de la cheminée avec un verre de brandy. Elle s'était installée dans le fauteuil d'en face avec un livre qu'elle ne lisait pas. Le silence entre eux était confortable, presque intime. « Côte 312, dit Nicolas sans lever les yeux du feu. « Côte 3, côte 3, répondit Élisabeth. « Côte 30, côte 3, côte 3. » Nicolas la regarda, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Vous êtes une femme étonnante, Élisabeth Roland. » C'était la première fois depuis cette soirée qu'il l'appelait de nouveau par son prénom. Élisabeth sentit son cœur s'arrêter. « Et vous êtes un homme étonnant, Nicolas Vane, » répondit-elle doucement. Il se leva et s'approcha d'elle. Il s'agenouilla à côté de son fauteuil, prit sa main dans les siennes. « Que te crois-tu » dit-il d'une voix rauque. « Je ne peux pas vous regarder sans ressentir. Tout ce que je ressens, cela me rend fou. » De sa main libre, Élisabeth toucha son visage, fit courir ses doigts sur sa joue, le long de sa mâchoire. « Alors n'essayez pas, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas que vous ne soyez que mon tuteur. » Nicolas ferma les yeux, pressant ses lèvres contre la paume de sa main. C'était un geste de désespoir et de capitulation à la fois. « Que te 324 » murmura-t-il. « Que te 325 » que te 326. Il leva les yeux vers elle, et il y avait en eux une telle tempête d'émotions qu'Élisabeth en eut le souffle coupé. Puis il se leva lentement, l'attira à lui et l'embrassa. Vraiment, pas sur le front, ni sur la main, mais sur les lèvres. C'était un baiser affamé, désespéré, plein d'une passion trop longtemps contenue. Élisabeth répondit, enlaçant son cou de ses bras, se pressant plus près. Le monde disparut. Il ne restait que deux, le feu dans la cheminée et le battement de leur cœur. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. Nicolas la serra contre lui, le visage enfoui dans ses cheveux. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait » murmura-t-il. « Ce que nous aurions dû faire depuis longtemps, » répondit Élisabeth, et sa voix ne trahissait aucun doute. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le crépitement des braises et le bruit du vent dehors. Ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ils avaient franchi une ligne et ils devraient maintenant faire face aux conséquences. Mais à cet instant, cela ne les importait pas. Ils étaient ensemble et c'était la seule chose qui comptait. Le matin, tout devint plus compliqué. Un invité inattendu arriva au petit déjeuner, Henry Richardson. Il apparut sans prévenir, élégant et sûr de lui, avec un bouquet de fleurs pour Élisabeth. Nicolas l'accueillit froidement, mais les convenances exigeaient de recevoir l'invité. Ils se réunirent dans le salon, et la tension était palpable. « Côte Twansons » commença Henry en lui tendant les fleurs. « Côte Twansons » répondit Élisabeth poliment, mais froidement. « Côte Todos » Nicolas se redressa dans son fauteuil. « Côte Trey » Henry sourit,
Mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je n'ai pas fait de proposition officielle, Sir Nicholas. Mais j'ai laissé entendre à Miss Rowland que je serais heureux de lui faire la cour avec des intentions sérieuses, une fois le deuil terminé, bien sûr. » Élisabeth sentit Nicolas se raidir à côté d'elle. Côte 300, un silence de mort s'installa. Henry tourna lentement son regard d'Élisabeth à Nicolas, et son visage se tordit de compréhension et de fureur. « Country Mouse » répéta-t-il d'un ton moqueur. « Et laissez-moi deviner qui est cet heureux élu. Votre tuteur, par hasard. » Élisabeth leva le menton, sans détourner le regard. « Cela ne vous regarde pas, monsieur Richardson. » Henry bondit sur ses pieds. « C'est un scandale. Il a profité de votre vulnérabilité, de votre deuil. C'est contre nature. » Nicolas se leva, et sa voix était glaciale. « Mesurez vos paroles, Richardson, ou je vous en ferai répondre. »« Oh, vous me menacez ? Parfait. Que tout Londres sache quel genre de tuteur vous êtes, corrompant une jeune fille innocente sous le toit de son défunt père. » Nicolas fit un pas en avant, et Élisabeth eut à peine le temps de se mettre entre eux. « Assez. Monsieur Richardson, je vous prie de quitter cette maison, immédiatement. » Henry la regarda avec mépris. « Vous le regretterez, Miss Rowland. Quand toute la haute société vous tournera le dos, quand on vous traitera de femme déchue, vous regretterez d'avoir refusé ma proposition. » Il tourna les talons et sortit en claquant la porte. Élisabeth se tourna vers Nicolas. Il était pâle, les poings serrés. « Il va tout raconter, » dit-il doucement. « D'ici ce soir, tout Londres le saura. Votre réputation sera détruite. »« Qu'importe, » répondit Élisabeth fermement. « Je n'ai pas peur des commérages. Vous devriez avoir peur. Vous ne comprenez pas ce que cela signifie. On ne vous recevra plus dans les maisons convenables. Vos amis vous tourneront le dos. Vous deviendrez une paria. » Élisabeth lui prit la main. « Alors nous serons des parias ensemble. Je ne renoncerai pas à vous, Nicolas. Pour rien au monde. » Il la regarda, et dans ses yeux luttaient le désespoir et l'espoir. Puis il l'attira à lui, la serrant si fort comme s'il craignait de la perdre. « Côte 300, murmura-t-il. « Côte 350. » Élisabeth renversa la tête, le regardant à travers ses larmes. « Côte 352. Côte 353. » Elle rit à travers ses larmes et l'embrassa. Dehors, la pluie recommençait à tomber, effaçant les traces du départ d'Henry. Mais dans la maison des Rowland, un nouvel espoir s'était allumé. Fragile, mais réel. Le scandale éclata plus vite qu'Élisabeth n'aurait pu l'imaginer. Henry Richardson ne se contenta pas de répandre des rumeurs. Il en fit une arme. 2 jours après sa visite, les invités cessèrent de se présenter chez les Rowland. Les cartes de visite que laissaient autrefois les connaissances disparurent. Les invitations aux soirées et aux dîners adressés à Élisabeth cessèrent. Même Lady Catherine Hargrave, la vieille amie de sa mère, envoya une note froide l'informant qu'elle se voyait contrainte d'interrompre leur relation jusqu'à ce que les circonstances soient éclaircies. Élisabeth lut ces lignes, debout près de la fenêtre de la bibliothèque, et ressentit non pas de la douleur, mais un étrange soulagement. Les masques étaient tombés. Les personnes qu'elle considérait comme des amis n'étaient que de simples connaissances, prêtes à lui tourner le dos à la première difficulté. Mais il y avait aussi un autre sentiment, l'inquiétude pour Nicolas. Elle le voyait s'assombrir de jour en jour, serrer les mâchoires en lisant son courrier, rester assis de longues heures le soir près de la cheminée, avec un verre de brandy intact. Il se blâmait, elle le savait. Il pensait avoir détruit sa vie, avoir trahi la mémoire du général Rowland, avoir été incapable de la chose la plus simple, garder ses distances. Un matin, alors qu'un silence oppressant régnait dans la maison, Élisabeth descendit pour le petit déjeuner et constata que Nicolas n'était pas dans la salle à manger. C'était inhabituel. Il était toujours le premier. Elle le trouva dans son bureau, debout près de la fenêtre, regardant le jardin inondé de lumière matinale. Il ne se retourna pas quand elle entra, mais sa voix résonna, rauque, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « J'ai pris une décision. Je quitte cette maison. » Élisabeth se figea sur le seuil.
Quoi? Non? Vous ne pouvez pas? Je le peux et je le dois. Ma présence ici détruit votre réputation. Si je pars, les rumeurs se tairont. Avec le temps, on vous acceptera de nouveau dans la société. Vous pourrez trouver un mari digne, commencer une nouvelle vie. Élisabeth s'approcha de lui, le fit se retourner, le forçant à la regarder dans les yeux. Côté 31, côté 3 non. Elle éleva la voix, ce qui était si inhabituel que Nicolas sursauta. Côté 300. Il la regardait, et dans ses yeux gris luttaient la douleur et la tendresse. Côté 300, côté 8. Nicolas l'attira à lui, la serrant si fort comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Je vous aime », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je vous aime au point que cela m'effraie. Je ne savais pas qu'on pouvait aimer si fort, au point d'être prête à tout donner, juste pour vous voir heureuse. » Élisabeth renversa la tête, le regardant. « Alors restez, épousez-moi, et au diable tous ceux qui nous jugeront. » Il rit pour la première fois depuis longtemps, et l'embrassa, longuement, tendrement, comme s'il mettait dans ce baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Le soir même, une visiteuse inattendue arriva. La porte s'ouvrit en grand, laissant entrer une rafale de vent froid, et une femme vêtue d'une robe de voyage vert foncé. C'était la duchesse de Marlborough, une parente éloignée de la défunte mère d'Élisabeth. Une dame influente dont l'opinion dans la société comptait plus que celle de 10 comtes. Son apparition était si soudaine que même l'imperturbable majordome en fut décontenancé. Élisabeth descendit dans le vestibule et se figea, n'en croyant pas ses yeux. « Votre grâce », dit-elle en faisant une profonde révérence. « Quel honneur !» La duchesse la toisa d'un regard évaluateur. Elle avait plus de 60 ans, mais se tenait avec une dignité royale. Ses cheveux gris étaient relevés en une coiffure complexe, et à son cou pendait un collier de perles qui valait une fortune. Côte Toitsat, Élisabeth se redressa, se préparant à être jugée. La duchesse haussa un sourcil. Dans le salon, où le feu brûlait dans la cheminée et où flottait une odeur de roses fraîches, la duchesse s'assit dans un fauteuil comme sur un trône. Nicolas se tenait près de la cheminée, droit comme un i. Élisabeth était assise sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux. La duchesse garda le silence un long moment, les étudiant tous les deux de ses yeux perçants. Puis elle parla, et sa voix était étonnamment douce. « Ta mère était ma nièce préférée. Bonne, intelligente, avec un cœur trop tendre pour ce monde cruel. Elle a épousé le général Roland non par calcul, mais par amour. La société la condamnait. Il n'était qu'un simple officier, sans titre, sans relation. Mais elle était heureuse, et je ne l'ai jamais vue le regretter. » Élisabeth sentit son cœur se serrer. « Je ne le savais pas. » Ton père parlait rarement du passé. Il était fier comme tous les militaires. Mais il a aimé ta mère jusqu'à son dernier souffle. La duchesse tourna son regard vers Nicolas. « Sir Nicolas Vane, j'ai pris des renseignements sur vous. Officier, héros de guerre, homme d'honneur. Vous avez servi sous les ordres du général Roland. Il vous faisait confiance. Alors pourquoi la société pense-t-elle que vous avez trahi cette confiance ?» Nicolas la regarda droit dans les yeux. « Parce que je suis tombé amoureux de sa fille. C'était mal, j'étais son tuteur. Je devais la protéger. Et non. L'aimer ?» La duchesse eut un petit rire. « Jeune homme, l'amour ne demande pas la permission. Il vient quand il veut. La question est de savoir ce que vous comptez faire maintenant. Avez-vous l'intention d'épouser cette jeune fille ou de la déshonorer? Je veux l'épouser, le plus tôt possible. Mais je crains que cela n'aggrave sa situation. Je ne peux lui offrir ni titre ni richesse, ni position dans la société. » La duchesse se leva, s'approcha de lui, et le regarda dans les yeux. Élisabeth se leva, s'approcha de la duchesse, et lui prit la main. « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi nous aidez-vous » La duchesse sourit, un sourire triste et tendre à la fois. « Parce que je me souviens de ta mère. Je me souviens comment on la jugeait, et comment elle était heureuse, malgré tout.
Je ne veux pas que tu rates ta chance par peur de l'opinion des autres. La vie est trop courte pour de tels sacrifices. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'événements. La duchesse tint parole. Elle commença à recevoir Élisabeth et Nicolas chez elle, à les inviter à de petites soirées, à les présenter à des personnes influentes. Elle disait à tous que c'était un véritable amour, que le général lui-même aurait souhaité cette union, que Sir Nicolas était un homme des plus honorables. Peu à peu, la glace commença à fondre. D'abord timidement, puis plus sûrement, les invitations recommencèrent à arriver. Certains les regardaient encore de travers, chuchotaient dans leur dos, mais la plupart commencèrent à les accepter en tant que couple. Catherine s'épanouit dans cette maison. Élisabeth lui enseignait la musique, les bonnes manières, le français. La jeune fille se révéla une élève douée, avide de connaissances. Elle s'attacha à Élisabeth, voyant en elle non seulement une bienfaitrice, mais une sœur aînée. Et quand Élisabeth lui annonça son mariage prochain, Catherine pleura de bonheur. Côte 3 trous, côte 3 cata, dit Élisabeth en la serrant dans ses bras. Côte 335. Le mariage fut fixé à la fin de l'été, une fois le deuil officiellement terminé. Ce fut une petite cérémonie dans la chapelle familiale, où les parents d'Élisabeth s'étaient mariés autrefois. Seuls les proches s'étaient présents. La duchesse de Marlborough, quelques amis de régiment de Nicolas, Mrs. Lathrop, Catherine et les fidèles domestiques. Élisabeth portait une simple robe de soie blanche, avec un voile de dentelle et un bouquet de roses blanches du jardin de sa mère. Nicolas se tenait devant l'autel en uniforme de cérémonie, et quand Élisabeth entra dans l'église, ses yeux s'emplirent de larmes qu'il n'essaya pas de cacher. Le prêtre prononça les paroles soir traditionnelles. Et au moment de l'échange des vœux, Nicolas prit les mains d'Élisabeth dans les siennes et dit « Que toi sas, Élisabeth ?» Le regardant à travers des larmes de bonheur, répondit « Côte 37 » Quand ils s'embrassèrent, scellant leur union, des applaudissements retentirent dans l'église. Catherine pleurait, essuyant ses larmes avec un mouchoir. La duchesse souriait, se remémorant un autre mariage, bien des années auparavant. Même le sévère majordome essuya une larme. Après la cérémonie, ils retournèrent à la maison des Roland, où un dîner modeste mais élégant était servi. Les toasts, les rires, la musique emplirent la pièce. Élisabeth était assise à côté de Nicolas, leurs doigts entrelacés sous la table. Elle regarda toutes circonstances, les personnes présentes, cette étrange famille, formée contre toute attente, et comprit qu'elle était heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Quand les invités furent partis et que le silence régna de nouveau dans la maison, Nicolas conduisit Élisabeth à la bibliothèque, celle-là même où tout avait commencé. Le feu dans la cheminée était presque éteint, seules les braises rougeoyaient, projetant de faibles lueurs. Ils s'assirent eux dans les fauteuils, comme lors de cette première soirée où il n'y avait entre eux que méfiance et incompréhension. « Tu te souviens quand j'ai dit que tu étais un fardeau ?» demanda doucement Nicolas. « Je me souviens, » sourit Élisabeth. « Tu étais horrible. J'étais un idiot. Je n'ai pas vu que devant moi il n'y avait pas un fardeau, mais un don, le don le plus précieux que j'ai jamais reçu. » Élisabeth se leva, s'approcha de lui, s'assit sur l'accoudoir de son fauteuil en lassant son cou de ses bras. Nicolas l'attira à lui, l'embrassa sur la tempe, la joue, les lèvres, tendrement, lentement, comme s'ils avaient toute l'éternité devant eux. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le silence de la vieille maison. À l'étage, un plancher craqua. C'était Catherine qui regagnait sa chambre. Dans le jardin, une chouette ouloula. Le vent bruissait dans les feuilles des rosiers. Côte 317, demanda Nicolas. Côte 328. Élisabeth réfléchit. Côte 311, côte 411. Élisabeth sentit le rouge lui monter aux joues. Côte 4. Et Nicolas sourit, ce rare sourire chaleureux qu'il ne montrait qu'à elle. Côte 402. Ils montèrent dans la chambre où des bougies brûlaient et où flottait une odeur de lavande.
C'était la chambre qu'avaient autrefois occupée les parents d'Élisabeth et qui maintenant leur appartenait. Nicolas ferma la porte et ils se retrouvèrent seuls, mari et femme. Deux personnes qui avaient traversé le jugement de la société, les doutes et les peurs, pour se retrouver ici dans cette chambre, à cet instant. Leur première nuit fut tendre, pleine de découvertes et d'une passion timide. Nicolas fut patient, attentionné, s'efforçant de ne pas l'effrayer. Élisabeth lui faisait entièrement confiance, sans peur, sans doute. Et quand ils furent ensuite allongés dans les bras l'un de l'autre, écoutant l'aube poindre derrière la fenêtre, ils savaient tous deux que ce n'était que le début d'une vie longue, complexe, mais heureuse ensemble. Les années passèrent. La maison des Roland, qui semblait autrefois si vide et froide, se remplit de chaleur. Élisabeth donna naissance à 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ils grandirent parmi les roses du jardin, les livres de la bibliothèque, les histoires de leur grand-père général et de leur grand-mère qui avait planté les roses blanches. Catherine devint une belle jeune femme, trouva un mari respectable et devint mère à son tour. Mais elle n'oublia jamais qui lui avait donné sa chance, qu'il avait pour la première fois appelé sa famille. Nicolas quitta le service militaire et se consacra à la gestion du domaine. Il se révéla un excellent maître de maison, juste, strict mais attentionné. Les gens le respectaient, les domestiques le servaient avec loyauté. Et le soir, il s'asseyait toujours avec Élisabeth près de la cheminée, lui tenant la main et racontait à leurs enfants des histoires de guerre, d'honneur et de l'importance de suivre son cœur. Élisabeth devint ce qu'elle voulait être, non pas une mondaine, ni l'ornement des bals, mais une épouse, une mère, la maîtresse d'une maison où régnaient l'amour et le respect. Elle correspondit avec la duchesse de Marlborough jusqu'à sa mort, aida les familles pauvres des environs, apprit à Catherine et à ses propres enfants à être bons, justes, à ne pas craindre d'aller à contre-courant quand il s'agissait de choses importantes. Un jour, bien des années plus tard, alors que leurs cheveux étaient déjà parsemés de gris, Élisabeth et Nicolas s'étaient assis dans la roseraie, sur ce même banc où Henry Richardson avait autrefois tenté de la séduire avec des promesses de vie facile. Les roses blanches fleurissaient abondamment, leur parfum emplissant l'air. Les enfants jouaient au loin, leur rire parvenant à travers le feuillage. « Côte 403 » demanda Nicolas, en passant un bras autour de ses épaules. Côte 404, où Nicolas se mit à rire. Côte 405, côte 406, côte 407. Élisabeth appuya sa tête contre son épaule. Côte 408. Nicolas l'embrassa sur le sommet du crâne. Pas une seule seconde, tu as été le plus grand risque de ma vie, et ma plus grande récompense. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, colorant le ciel de teintes roses et dorées. La maison des Roland se dressait derrière eux, solide, fiable, pleine de vie et d'amour. L'histoire qui avait commencé par un devoir et une tutelle s'était transformée en une histoire d'amour véritable. Un amour qui avait surmonté tous les obstacles, résisté à toutes les épreuves et était devenu le fondement d'une nouvelle famille, d'un nouveau bonheur. Et quand leurs petits-enfants leur demandaient comment grand-mère et grand-père s'étaient rencontrés, Élisabeth souriait toujours et disait « Il est devenu mon tuteur et mon plus grand danger. Mais c'est précisément ce danger qui fut mon salut. »